Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information de 23h sur RTIA. Souveraineté alimentaire, réduire nos importations de viande à Boundiali, le centre d'application et de spécialisation bovin a été entièrement réhabilité. L'infrastructure a été inaugurée ce week-end par le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara. Terroir et découverte, zoom sur le cocota, la petite douceur sauvage du nord ivoirien, scientifiquement appelé Saba sénégalensis, ce fruit au goût unique fait fureur en cette saison. Immersion au cœur de nos savanes, de sa cueillette à nos tables. Et puis hors de nos frontières, la tension remonte dans le nord du Mali. Les combats ont repris dans la localité hautement stratégique d'Anépis entre l'armée malienne et les groupes armés du CSP. Merci de regarder RTI 1, cap sur le nord de la Côte d'Ivoire, à Boundiali, pour l'un des plus grands chantiers de notre souveraineté alimentaire pour réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en viande bovine. Le ministère des Ressources animales a entièrement réhabilité le cas bovin, le centre d'application et de spécialisation dédié à la filière. Il va former les acteurs locaux à une production bouchère, moderne, compétitive, de haute qualité. L'infrastructure a été officiellement inaugurée samedi par le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara était entouré de plusieurs membres du gouvernement. Le point complet avec notre correspondant sur place, Soro Corona. Pas que ces 21 bâtiments. Le CAS bovin, c'est-à-dire le centre d'application et de spécialisation pour la production de bovins de Pania dans la région de la Bagoue, s'étend sur 10 000 hectares, dont 700 pour la culture d'aliments pour bovins. Ici seront formés, par cycle de 3 ans, 1000 éleveurs professionnels pour produire à leur tour des races améliorées issues du croisement de bœufs. Il ne s'agit pas ici de célébrer la livraison d'une infrastructure supplémentaire. Il s'agit de doter notre nation d'un instrument de rupture destiné à accélérer la transformation de la filière bovine, à jeter un pont permanent entre la recherche scientifique et les producteurs, à vulgariser les innovations biotechnologiques et à hisser les compétences de nos acteurs aux standards internationaux. Le CAS bovin vient donc contribuer à réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en viande bovine, évaluée à plus de 40% des 99 milliards engloutis par les exportations de viande en 2023. Le président de la région s'est réjoui du choix de la Bagoue pour réaliser cette vision du gouvernement. Pour avoir porté avec détermination le projet pro-bovine et pour avoir choisi la Bagoue comme terre d'accueil du centre d'application et de spécialisation en élevage bovin. Monsieur le ministre, nos populations sont très heureuses de ce choix et elles mettront tout en œuvre pour la réussite de ce projet. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense, l'objectif du chef de l'État, c'est la souveraineté alimentaire en ressources animales. Et booster la production animale n'est plus une option, mais un choix stratégique. Téné Birahima Ouattara dédie le CAS bovin aux jeunes. Derrière chaque kilogramme de viande produit localement, ce sont des emplois créés, des revenus distribués dans nos territoires, des devises économisées et une souveraineté nationale renforcée. C'est tout le sens de l'investissement que nous célébrons aujourd'hui. Le centre de Pania, chers jeunes, est le vôtre. Venez vous former, venez saisir les opportunités. Soyez les acteurs du développement. Le CAS bovin est une retombée de la stratégie nationale pour l'élevage et la pêche. Il sera reproduit dans d'autres régions pour augmenter le cheptel du pays estimé à 2 900 000 bœufs en 2025. Moderniser l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire. En visite à la station régionale du CNRA à Bouaké, le ministre délégué aux productions vivrières Bernard Kini-Komoué a appelé les acteurs du secteur à s'approprier les dernières innovations technologiques, un impératif pour booster durablement les récoltes vivrières. On fait le point avec Léon Brou. À la station régionale du CNRA de Bouaké, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture chargé des productions vivrières, attiré par le centre de recherche sur les cultures vivrières à l'unité de production de semences, Bernard Kini-Komoué au cœur des innovations
pour améliorer la qualité et le potentiel productif des tubercules, patates douces à chair orange, pommes de terre, igname et surtout le manioc. Par rapport aux technologies classiques où il faut 1 an ou 6 mois pour pouvoir obtenir des boutures de manioc, cette technologie nous permet d'avoir un plantule qui a déjà des racines, des feuilles fonctionnelles en 3 semaines. Donc il a un avantage de 2 à 3 mois sur les boutures classiques qu'on met au sol. Et ça garantit en moyenne entre 25 et 35 tonnes. Le facteur principal, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique et aussi les systèmes de culture qui permettent de mitiger les effets de ce changement climatique. Tout le monde veut vivre de son métier, pourquoi pas les paysans? L'idée, c'est vraiment de leur permettre d'améliorer leurs revenus. Cap sur les champs expérimentaux, le ministre délégué chargé des productions vivrières touche du doigt la qualité des plantules de manioc. Bernard Kinekomoué, dès lors convaincu que la recherche reste le levier de la souveraineté alimentaire. On est vraiment très heureux de savoir que Tsenra est capable de fournir à l'ensemble du bassin de production de manioc les meilleures variétés améliorées, que ce soit pour la tchéké, pour le placali, pour la farine boulangère. Cette visite du ministre délégué chargé des productions vivrières pour surtout promouvoir les innovations et encourager le CNRA et ses chercheurs. C'est la petite douceur sauvage du nord de la Côte d'Ivoire. Le cocota, scientifiquement appelé Saba senegalensis, fait fureur avec son goût unique, à la fois acidulé et sucré. Dégusté frais, en jus ou encore en cocktail, ce trésor des savanes séduit toutes les générations. Immersion au cœur de nos terroirs, de sa cueillette à nos tables. Un voyage gustatif signé Fatou Fofana. Tiengarakaha, dans la région du Hambol, département de Niakaramadougou, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes commercialisent un fruit sauvage qu'elles récoltent en pleine brousse. Dans le jargon scientifique, ce fruit à pulpe jaune est produit par une espèce de plante de la famille des Apocinacées. Mais il a un nom bien connu en Côte d'Ivoire. C'est cocota. Je mange ces arbres de cocota là pour couper ça, pour venir à ça, pour venir vendre. Si on n'a pas gagné ça ici, on va en brousse pour aller couper ça. Elle transporte ensuite la récolte au niveau de l'étal qu'elle tient avec sa sœur en bordure de route. Les fruits sont directement mis en sac et proposés à la vente aux voyageurs. Je vends cocota. Il y a 2000, il y a 2500, il y a 3000. Le cocota a la particularité de pousser uniquement en brousse et à l'état sauvage dans les zones nord du pays. Mais son goût sucré et acidulé, très apprécié, le transporte sur tous les marchés du pays. Qu'est-ce qu'on fait? Du jus de cocota. Dans ce centre aéré, les enfants le découvrent pour certains et ils en sont ravis. Délicieux. L'atelier du jour a démarré par un mini-quiz sur la provenance et les propriétés du fruit du jour. Qui sait d'où le cocota vient? Ah bon, vous savez? Nous sommes en train de faire du jus de cocota. Je connais ce fruit-là, sucré, mais il y a des cocotas aussi amers et acides. En plus d'être un atelier de cuisine, c'est aussi une manière de reconnecter les enfants à leur identité, à leur terre et à leur patrimoine africain. Parce que nous avons remarqué très souvent que les enfants connaissent bien les produits occidentaux, les produits transformés, mais les produits de chez nous qu'on consommait, que nos grands-parents consommaient, tendent à souvent disparaître ou à se faire méconnaître de nos enfants. Des recettes à base de cocota sont aussi proposées aux adultes, souvent vendues en ligne avec une présentation très attractive. La première fois que nous avons fait le jus de cocota, notre stock a été épuisé en moins de 3 jours. Donc j'ai vu que c'était quelque chose qui intéressait vraiment le public, le grand monde. Ça, ce sont des jus que nous venons de faire. Ce sont des jus qui ont été pressés à froid, extraits à froid. Donc pour la conservation, nous préconisons la congélation pour une meilleure conservation. Ce sont des jus qui sont idéalement consommés très frais. Liane africaine, appréciée pour sa pulpe juteuse, acidulée et riche en vitamine C et B6, l'appellation est différente selon le pays. Mad au Sénégal, Zaban au Mali, Chini au Gabon, le fruit se déguste tel quel ou assaisonné avec du sucre, du sel ou encore du piment. Il se marie bien aussi avec d'autres saveurs comme la mangue, le fruit de la passion ou l'ananas.
On reste dans le nord du pays 3 mois après la pollution accidentelle du fleuve Bandama par des déchets industriels à Ferké. L'heure est au bilan 2 semaines après le lancement des opérations de nettoyage. Le ministre de l'Environnement, Abou Bamba, s'est rendu sur place pour évaluer la dépollution. Tout en saluant la réactivité de ses équipes, le ministre a fermement rappelé les industriels au respect des lois écologiques. Soro Corona pour le reportage. Nous sommes sur l'affluent du fleuve Bandama dans le département de Ferké-Sédougou. Ce drone s'active pour dépolluer et restaurer cette eau polluée suite au déversement accidentel des déchets industriels. L'opération sous la supervision du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, dure 2 semaines. Déjà, la vie animale et végétale reprend. Nous observons la présence d'oiseaux qui viennent donc s'alimenter au niveau des eaux et la présence de reptiles. La charge organique est plus importante dans le milieu et ça fait que le milieu en lui-même ne peut pas s'auto-régénérer. Donc, il fallait diminuer la charge organique, c'est ce qui a été fait. Sur le site, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique apprécie l'avancée des opérations de dépollution et de restauration de l'eau. Le principe pollueur-payeur, qui que ce soit dans notre pays, qui par inadvertance va se rendre coupable de dégradation de nos matrices environnementales, du socle même de notre développement économique, va s'exposer à la rigueur de la loi. Nulle part, il est de notre intention d'empêcher ou de gêner les industriels. Bien au contraire, nous sommes à votre disposition pour pouvoir travailler avec vous, soit pour prévenir, soit pour mitiger, ou bien soit pour gérer les phénomènes de pollution. La pollution est intervenue après que la digue séparant l'affluent du Bandama de cette retenue d'eau des déchets industriels a cédé sous la pression des eaux de pluie le 14 avril dernier. Face aux catastrophes naturelles, l'élan de solidarité du gouvernement s'est déployé à Yopougon. Au nom du chef de l'État, le ministre Adama Diawara, aux côtés de son collègue Amadou Koulibaly, a remis des vivres à 500 familles du sous-quartier Koweït-Sikasso. Une action de haute portée sociale pour soulager les ménages vulnérables. Nous Sangari pour les détails. Quand la solidarité s'est traduite en actes, ce sont des centaines de familles qui retrouvent le sourire. À Koweït-Sikasso, quartier situé dans la commune de Yopougon, 500 ménages ont reçu chacun un sac de riz de 50 kilos. Un geste de soutien en faveur des populations les plus vulnérables. Pour les bénéficiaires, cette aide arrive à un moment opportun. Aujourd'hui, là, nous tous, on est heureux. On attendait ça même. Vraiment, ce qu'il fait pour nous, Monsieur le Président de la République, vraiment, je lui dis infiniment merci. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène pour la population. Ça fait du bien même de voir nos autorités poser ce genre d'actes. Ça soulage. À l'origine de cette initiative, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, par ailleurs cadre de la commune de Yopougon. Ce matin, nous sommes venus au nom du président de la République faire un don aux familles démunies du sous-quartier Sikasso de Yopougon. Et ce don-là consiste en quoi? En 500 sacs de 50 kg de riz. Et ensuite, un montant de 3 500 000. Donc vous voyez que vraiment, il s'agit d'une solidarité qui est agissante. Quand le président Ouattara parle de solidarité, ce n'est pas un vain mot. Ici, la solidarité est un fait réel. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, venu soutenir cette action de proximité. Vous savez, le chef de l'État en appelle chaque fois à la Côte d'Ivoire solidaire. Concept qui a d'ailleurs été le nom de son programme de gouvernement. Et chaque membre du gouvernement est enjoint à manifester ses solidarités vis-à-vis des populations. On ne peut que saluer l'action de solidarité exprimée aujourd'hui par le ministre Adama Diawara à travers donc ces dons en vivres aux populations de Sikasso. Au-delà du don, les populations de Koweït-Sikasso retiennent surtout un message, celui de la solidarité et du partage envers les couches les plus fragiles. On parle maintenant de coopération bilatérale et de solidarité avec la Chine qui offre 2410 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire pour une valeur d'environ 1,7 milliard de francs CFA. L'acte de remise de cette importante aide alimentaire destinée aux populations vulnérables a été signé vendredi dernier par l'ambassadeur chinois et la ministre de la Solidarité. Le point avec Michel Mambo. La Chine
aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts de solidarité et de lutte contre la pauvreté. En témoigne cette signature de l'acte de remise et de réception d'un don de 2410 tonnes de riz offert par la Chine à la Côte d'Ivoire, valeur totale 1,7 milliard de francs CFA. Ce projet témoigne de la détermination ferme de nos deux pays à renforcer la coopération et à réaliser un développement partagé. Le don du riz n'est qu'une solution provisoire et l'amélioration de la production rizicole constitue la solution fondamentale. Ce don, l'expression d'un pan de la coopération entre les deux pays. Cette action s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté des priorités constantes de l'action gouvernementale. Ce don de 2410 tonnes de riz constitue une illustration concrète de la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui unissent nos deux États. Et la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de préciser. Ces sacs de riz seront distribués aux populations vulnérables sur l'ensemble du territoire, aux populations récemment déguerpies et aux populations qui ont été impactées par les inondations. Se concrétise ainsi l'engagement pris par les deux parties au Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Pékin en septembre 2024. Sortir définitivement les mineurs vulnérables de la précarité. Dans la nuit de samedi à ce dimanche, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mené une opération de maraude dans la commune de Cocody. Objectif pour Nassénéba Touré, déployer les mécanismes d'urgence du gouvernement afin de secourir et réinsérer ces enfants qui dorment à la Belle Étoile. David Soyou a suivi la maraude. 1h du matin, ce samedi 4 juillet 2026, dans la commune de Cocody. Alors que la saison des plus bas sont pleins, la ministre Nassénéba Touré va à la rencontre d'enfants dont la rue est l'unique refuge. Encadré par les forces de la police nationale, l'équipe ministérielle cible ensuite 2 autres sites. L'un dans les environs de la 8e tranche et l'autre près du terminus 81-82, toujours dans la commune de Cocody. Sur place, des jeunes vulnérables, à peine secourus, plaident la cause d'une famille entière, elle aussi dans une extrême précarité. Maman, on te demande pardon, c'est vrai que tu as aidé tes enfants, mais il y a une famille aussi derrière que c'est pas bon, tu ne dois pas les laisser. Sensible à cette détresse, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant décide de se rendre immédiatement sur les lieux. Le constat est alarmant. Les accès sont quasi inexistants et les habitations menacent de s'effondrer à tout moment. Face à ce décor critique qui met des vies en péril, Nassénéba Touré réagit. Aujourd'hui, notre conscience ne nous permet pas de vous laisser 1 minute dans ces conditions-là. Bientôt 5h du matin, Kapemi sur Yopougon, puis sur Sangon, en périphérie d'Abidjan. Les personnes recueillies sont conduites vers les centres du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Le bilan de la nuit fait état de 54 enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans retirés de la rue. La ministre saisit cette occasion pour interpeller la responsabilité des parents et rappeler l'existence du numéro vert gratuit, le 116, pour signaler toute situation de détresse. Tous les parents en difficulté avec leurs enfants peuvent joindre ce numéro-là quand leurs enfants partent, qu'il y a des fugues pour que nous puissions tracer leurs enfants, retrouver ces enfants, les envoyer dans nos centres, les prendre en charge de façon holistique, les réinsérer dans leur famille à travers notre programme Strong Family. Strong Family, programme qui en 2025 a permis la réintégration de plus de 3000 enfants et adolescents au sein de leurs familles respectives, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Redonner un brin d'espoir et de dignité aux malades souffrant d'éléphantiasis et d'hydrocèle. Le Rotary Club Abidjan Elixir a mobilisé plus de 57 millions de francs CFA lors d'un gala de bienfaisance dans la commune du Plateau. Ce montant permettra d'assurer la prise en charge médico-chirurgicale gratuite de 200 personnes touchées par ces 2 maladies tropicales négligées.
Eugénie Niamien Doukrou est la nouvelle présidente de l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire. Candidate unique, elle a été élue à l'unanimité lors du 12e congrès de l'organisation au plateau, succédant ainsi à Fatoumata Diakité. Un scrutin tenu en présence du garde des Sceaux, Sanson Kambilé, est marqué par la promesse de grands chantiers pour le rayonnement de la corporation. Le compte-rendu est signé Landry Glazaï et Aurélia Droukoula. Eugénie Niamien Doukrou est la nouvelle présidente de l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire. Elle succède à ce poste à Fatoumata Diakité, à l'issue du 12e congrès électif de l'organisation. La présidente sortante se réjouit du rayonnement actuel de l'organisation. C'est un congrès électif, c'est pour renouveler les instances, notamment par l'élection d'un nouveau président et de nouveaux commissaires aux comptes. Chaque chose en son temps, il y a longtemps. Je préside aux destinées de l'UNAMASI. J'ai vu passer plusieurs générations de magistrats et c'est normal qu'à un certain moment, on passe la relève à des plus jeunes pour apporter des idées nouvelles, redynamiser la structure. Candidate unique, Eugénie Niamien Doukrou est élue à l'unanimité en présence du ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Elle s'engage à poursuivre les actions en faveur des membres. Une grande émotion, puis un sentiment ambivalent d'appréhension pour ce qui vient, parce qu'il s'agit d'un lourd défi à relever, mais aussi de joie à cause de la foi en l'avenir, de l'indépendance de ce syndicat qui va œuvrer à la dignité du magistrat, à redonner confiance en la justice et puis qui va contribuer à l'état de droit en Côte d'Ivoire. L'UNAMASI existe depuis 1973. Elle a pour mission la défense des intérêts de ses membres, la promotion de l'indépendance de la justice, aussi veiller à l'unité au sein du corps judiciaire. C'est la révolution numérique du secteur judiciaire ivoirien. 18 mois après son lancement, la plateforme e-justice.ci couvre désormais l'ensemble des 39 tribunaux de première instance du pays. Démarche en ligne, suivi des dossiers en temps réel et retrait d'actes sans se déplacer. Comment fonctionne concrètement cet outil et est-il accessible à tous? Élément de réponse avec l'invité de Dimanche Magazine, OG Kadessi Oulou, coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice. Il répondait aux questions de Hamza Diaby, on l'écouta. Ce qu'on peut dire, ce qui change avec la plateforme e-justice, c'est la facilité avec laquelle désormais n'importe quel Ivoirien à travers le monde peut, à partir d'un simple téléphone, se connecter à une plateforme numérique et faire sa demande en ligne et le recevoir également de manière électronique. Donc aujourd'hui, la procédure est beaucoup plus simplifiée. On n'a plus besoin de se rendre physiquement dans une juridiction. À partir d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, de tout outil connecté à Internet, la demande peut se faire et puis voilà. Pour être concret, on va dire qu'avant le lancement le lundi de la semaine dernière, on avait le certificat de nationalité, on avait le casier judiciaire, bulletin numéro 3 pour les Ivoiriens nés en Côte d'Ivoire. Et on avait également le duplicata du certificat de nationalité qui pouvait s'obtenir sur e-justice. Mais depuis le lancement et la connexion de 100% des juridictions de Côte d'Ivoire à e-justice, on a intégré de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité pour les étrangers vivant en Côte d'Ivoire de faire leur demande de casier judiciaire en ligne également sur e-justice. Mais surtout, là où c'est encore plus intéressant, c'est pour les Ivoiriens nés à l'extérieur qui avaient des difficultés parce que c'est une direction du ministère de la Justice qui s'appelle la DACP et qui délivrait ce acte-là. Aujourd'hui, cette direction est connectée à e-justice et pourra délivrer pour les Ivoiriens nés à l'extérieur le casier judiciaire dans son bulletin numéro 3. Pour quelqu'un qui découvre aujourd'hui, par exemple, la plateforme e-justice, il peut simplement se connecter à partir d'un navigateur, taper justice.ci, il va atterrir sur la plateforme et sur cette plateforme, il aura l'ensemble des actes qui sont disponibles directement à partir de faire une nouvelle demande. Il pourra sélectionner son acte, renseigner un formulaire, charger les pièces justificatives de ce formulaire-là directement dans la plateforme, payer en ligne et puis pour lui, la procédure s'arrête là. La justice récupère le dossier, traite électroniquement cette demande-là et lui génère en fait la réponse, son acte de manière électronique. Et lorsque l'acte arrive de manière électronique, l'acte embarque en fait toute la sécurité qui lui permet d'avoir la valeur juridique qu'il avait initialement lorsqu'il partait en juridiction pour récupérer un document papier.
En actualité, hors de nos frontières, la tension remonte dans le nord du Mali. Les combats ont repris ce dimanche dans la localité hautement stratégique d'Anefis, située sur l'axe Ménan à Kidal. Les affrontements opposent l'armée malienne et ses alliés aux groupes armés du cadre stratégique permanent. Un regard à présent sur l'actualité internationale qui a marqué ces 7 derniers jours. Retour sur les images fortes du lundi au dimanche dans notre synthèse, le 7 sur 7 proposé par Tanguy Danguiche. La proposition de révision constitutionnelle du Sénégal, actuellement examinée à l'Assemblée nationale et qui limite les pouvoirs du président, sera soumise à référendum, a annoncé lundi le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Des manifestations anti-étrangères ont été organisées en Afrique du Sud ce mardi 30 juin, point d'orgue d'une campagne xénophobe lancée il y a plusieurs semaines qui a déjà poussé 25 000 immigrés à l'exode. Les organisations à l'origine de la mobilisation les accusent, entre autres, de prendre le travail des Sud-Africains. Dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, des hommes armés ont procédé lundi 29 juin à un nouveau kidnapping de masse dans une école secondaire. Les assaillants ont emmené les lycéens qui étudiaient dans l'établissement secondaire de la ville de Lassa, dans le district d'Askira-Uba, lundi matin. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré mercredi 1er juillet 7 jours de deuil national pour honorer les victimes du double séisme qui a dévasté la côte nord du pays. Selon le dernier des comptes, près de 2300 personnes ont perdu la vie depuis jeudi. Les premiers chiffres des décès liés à la canicule sont tombés ce vendredi 3 juillet. On compte environ plus de 2000 décès de plus que la normale lors de la semaine du 22 juin. Pic de l'exceptionnelle canicule de juin, a annoncé ce vendredi la ministre de la Santé Stéphanie Rist, prévenant que ce chiffre était forcément incomplet. Le Kremlin a revendiqué la prise par l'armée russe de la ville clé de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine, position stratégique située sur la route menant vers les dernières grandes villes du Donbass encore sous contrôle ukrainien. Une annonce démentie ce samedi par Kiev. La nuit a été courte dans le royaume chérifien. Ces dernières heures, on célébrait encore la qualification des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Samedi soir, les Marocains sont venus à bout des Canadiens qui ont réussi à faire durer le suspense durant 50 minutes avant de s'écrouler 3-0. Et il est temps pour moi de vous quitter. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous et merci de nous avoir suivis. Bonsoir.